Il était 9 heures du matin, ce mardi 15 octobre, quand j'ai entendu le craquement. Un bruit sec, comme une branche qui casse. Sauf que c'était mon fémur qui venait de se briser en deux. J'étais là, étendu sur le béton froid de l'ancien chantier naval de Saint-Nazaire, la pluie bretonne me trempant le visage. Et la seule chose à laquelle je pensais, c'était à ce « je suis au golf ». Rappelle-moi plus tard que mon propre fils m'avait craché au téléphone 3 minutes plus tôt. 3 heures. J'ai passé 3 heures allongé comme un chien sur ce béton glacial avant que mon petit-fils Théo arrive et trouve son grand-père de 83 ans dans cette position humiliante. Mais ce n'était rien comparé à ce que j'allais découvrir à l'hôpital. Mon fils Guillaume, ce directeur de private equity si important, avait déjà tout organisé. L'EHPAD, la vente de mes terrains, ma mise sous tutelle, tout, pendant que j'agonisais par terre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Mon nom, c'est Jacques Morel. J'ai 83 ans et je porte le même manteau de laine bleu marine depuis 15 ans. Pas par avarice, mais parce qu'il me rappelle la couleur des coques des navires que j'ai aidé à construire pendant 40 ans au chantier de l'Atlantique. Quand on a passé sa vie à voir naître des géants des mers, on apprend que ce qui compte, c'est la solidité de la structure, pas les paillettes sur la carrosserie. Après la fermeture des chantiers dans les années 80, je me suis reconverti dans l'immobilier portuaire. Rien de tape à l'œil. J'achetais des terrains industriels abandonnés, des entrepôts délabrés, des parcelles que personne ne voulait parce qu'elles sentaient encore le mazout et la soudure. Les banquiers me prenaient pour un fou. Monsieur Morel, qui va vouloir de ces friches polluées? Moi, je voyais plus loin. Je savais que Saint-Nazaire, avec son port en eau profonde, redeviendrait un jour stratégique pour l'Europe. J'avais raison. Aujourd'hui, mes 22 hectares de terrains industriels valent 68 millions d'euros. L'expansion du terminal de gaz naturel liquéfié, les parcs éoliens offshore, les nouvelles routes commerciales vers l'Asie. Tout ce que j'avais prévu s'est réalisé. Mais ça, Guillaume ne le sait pas. Enfin, il ne le savait pas. Mon fils unique. Guillaume Morel, 57 ans, costume sur mesure, appartement dans le 16e arrondissement, bureau avec vue sur la Tour Eiffel. Il dirige un fonds de private equity qui brasse des centaines de millions. Pour ses amis parisiens, il est Guillaume Morel, le financier brillant. Pour moi, il reste ce petit garçon qui pleurait quand les sirènes des bateaux résonnaient trop fort dans la baie. Le problème avec Guillaume, c'est qu'il a honte de ses origines. Quand il me présente à ses relations d'affaires, il dit toujours « Mon père, ancien ouvrier naval ». Jamais entrepreneur ou investisseur, ouvrier. Comme si construire des navires était moins noble que manipuler des chiffres sur un écran. Sa femme, Stéphanie, c'est encore pire. Une influenceuse de 54 ans avec 1,2 million d'abonnés sur Instagram. Elle se présente comme coach en lifestyle de luxe. En réalité, elle vend du vent doré à des femmes qui rêvent de sa vie. Chaque matin, elle poste une photo de son petit déjeuner à 200 €, de ses sacs à main à 5000 €, de ses vacances aux Maldives. Et chaque fois qu'elle vient chez moi à Saint-Nazaire, elle prend des photos de ma vieille maison en pierre en soupirant. C'est tellement authentique. Ils habitent un penthouse de 400 mètres carrés avec terrasse sur les Champs-Élysées. Guillaume conduit une Porsche Panamera. Stéphanie, une Range Rover blanc nacré. Leurs vacances coûtent plus cher que le salaire annuel d'un ouvrier des chantiers. Et pourtant, ils passent leur temps à me dire que je vis au-dessus de mes moyens, dans ma petite maison de 120 mètres carrés face à l'estuaire. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que j'ai choisi cette simplicité. Quand on a survécu à l'effondrement de l'industrie navale française, on apprend à distinguer l'essentiel du superflu. Mon essentiel, c'est cette vue sur la Loire qui se jette dans l'Atlantique, c'est le bruit des grues du port qui me réveille chaque matin, c'est l'odeur de la marée qui me rappelle que la mer continue son travail éternel, indifférente à nos petites vanités humaines. Mais Guillaume et Stéphanie voient autre chose.
Il voit un vieil homme seul dans une maison trop grande pour lui, avec des terrains inutilisés qui pourraient financer leur nouveau projet. Un fonds de venture capital spécialisé dans les startups de la tech française. Ils en parlent depuis 3 ans. Papa, tu ne comprends pas, c'est l'avenir. L'immobilier breton, c'est fini. Maintenant, il faut investir dans l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies, la réalité virtuelle. Chaque conversation avec eux finit de la même manière. Guillaume sort ses graphiques sur son iPad, me montre des courbes de croissance exponentielle, me parle de disruption et de scalabilité. Stéphanie, elle, me montre les photos de ses amis qui ont investi dans des startups et qui sont maintenant financièrement libres. Et tous les deux me regardent avec cette condescendance bienveillante qu'on réserve aux personnes âgées qui ne comprennent pas le monde moderne. Papa, tu as 83 ans. Il faut penser à l'avenir. Nos terrains ne rapportent rien. Si on les vend maintenant, on peut tripler la mise en 5 ans maximum. Nos terrains. Vous avez entendu? Nos terrains. Comme si j'étais déjà mort. Heureusement, il y a Théo, mon petit-fils, 26 ans, étudiant en architecture navale à Lorient. Lui, au moins, il comprend. Il comprend pourquoi je me lève tous les matins à 6 heures pour aller marcher sur les quais. Pourquoi je passe mes après-midi dans les archives du port à consulter les plans des anciens navires. Pourquoi je refuse de vendre mes terrains à des fonds qataris ou chinois qui transformeraient Saint-Nazaire en zone industrielle anonyme. Théo vient dormir chez moi tous les week-ends. Pas par obligation familiale, mais parce qu'il aime entendre mes histoires. Les histoires des paquebots mythiques que nous avons construits, le France, le Queen Mary II, l'Harmony of the Seas. Il me demande toujours les détails techniques, les anecdotes de chantier, les secrets de fabrication que seuls les anciens connaissent encore. C'est lui qui m'a appris à utiliser un smartphone. Grand-père, il faut que tu enregistres tes souvenirs. Tout ce que tu sais sur la construction navale, sur l'histoire de Saint-Nazaire, ça va disparaître avec ta génération. Il a raison. Alors maintenant j'enregistre. Des heures et des heures de récits sur la grande époque des chantiers, sur l'art de façonner l'acier, sur ces hommes extraordinaires qui savaient donner vie à des cathédrales flottantes avec leurs seules mains et leur savoir-faire. Mais ce matin d'octobre, en me rendant comme chaque jour sur l'ancien site des chantiers, je ne pensais pas que ma routine allait basculer de façon si brutale. Il pleuvait cette petite pluie bretonne qui vous transperce les os, celle qui rend les pavés glissants comme du savon. Je portais mes chaussures de cuir marron, celles que je mets depuis 10 ans pour mes promenades matinales. Peut-être étaient-elles un peu usées, peut-être aurais-je dû écouter Théo qui me répétait « Grand-père, il te faut des chaussures de sécurité pour marcher sur ces quais. » Mais à 83 ans, on a ses habitudes. Et mes habitudes, c'était de descendre tous les matins vers la cale numéro 7, là où nous avions mis à l'eau le France en 1960. Je m'assieds toujours sur le même banc, face à la Loire, et je regarde le balai des navires modernes qui entrent et sortent du port, les porte-conteneurs géants, les méthaniers, les navires de croisière, une nouvelle génération de géants des mers que nous n'aurions jamais imaginé à l'époque. Ce matin-là, j'étais en retard sur mon horaire habituel. La veille, j'avais passé la soirée avec Théo à regarder les photos de son stage chez Naval Group à Cherbourg. Il travaille sur les nouvelles frégates de défense et d'intervention, des bijoux de technologie qui me rappellent pourquoi j'ai toujours eu foi en l'industrie navale française. Nous nous étions couchés tard et mon réveil avait sonné à 6h30 au lieu de 6h01. Arrivé devant l'escalier métallique qui descend vers la cale 7, j'ai hésité. La rampe était trempée, les marches luisaient d'humidité. Un homme sensé aurait fait demi-tour. Mais je ne suis pas venu tous les jours depuis 15 ans pour renoncer à cause d'un peu de pluie. J'ai empoigné la rampe et j'ai commencé à descendre. La 3e marche. C'est là que tout s'est joué. Mon pied droit a glissé vers l'avant, mon corps a basculé vers l'arrière, et j'ai senti cette résistance étrange dans ma jambe gauche, comme si quelque chose refusait de suivre le mouvement. Puis le craquement,
Net, sec, définitif. Je suis tombé sur le côté, la hanche droite frappant violemment le béton, la jambe gauche formant un angle impossible avec le reste de mon corps. La douleur était indescriptible. Pas seulement physique, c'était la douleur de la lucidité brutale. À 83 ans, une fracture du col du fémur, c'est le commencement de la fin. Je le savais. Tous les hommes de mon âge le savent. Allongé là, sous cette pluie glaciale, j'ai d'abord pensé à ma femme Marguerite, morte il y a 8 ans d'un cancer du sein. Elle me disait toujours « Jacques, le jour où tu tomberas, appelle-moi d'abord, je serai toujours plus rapide que les pompiers. » Mais Marguerite n'était plus là pour décrocher. Alors j'ai pensé à Guillaume, j'ai sorti mon téléphone de la poche intérieure de mon manteau. Heureusement, il était protégé par un étui étanche que Théo m'avait offert. J'ai composé le numéro de mon fils, les mains tremblantes, la pluie brouillant l'écran. Une sonnerie, 2 sonneries, 3. « Allô, papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix était impatiente, pressée. J'entendais des bruits de fond, des voix en arabe, le claquement de clubs de golf, des rires d'hommes d'affaires. « Guillaume, j'ai eu un accident. Je suis tombé dans l'escalier des chantiers. Je crois que j'ai la jambe cassée. Je ne peux pas me relever. » Silence. Puis, « Papa, là c'est vraiment pas le moment. Je suis au Golf National avec les clients du fonds souverain qatari. On négocie un investissement de 300 millions d'euros. Tu comprends? 300 millions. Guillaume, je suis par terre, sous la pluie. Il faut que tu viennes me chercher ou que tu appelles les secours. Je ne peux vraiment pas bouger. Écoute, papa. » Sa voix avait pris ce ton condescendant que je déteste, celui qu'il prend quand il me parle comme à un enfant capricieux. « Je suis au golf, rappelle-moi plus tard, ou mieux, appelle Théo, il a le temps, lui. » Et il a raccroché. « Je suis au golf, rappelle-moi plus tard. » J'ai fixé l'écran noir de mon téléphone pendant plusieurs minutes, sous la pluie qui redoublait d'intensité. Mon fils venait de me raccrocher au nez pendant que j'agonisais sur le béton froid d'un chantier naval abandonné. Pour un rendez-vous golf avec des Qataris. Les mots ont tourné en boucle dans ma tête. Je suis au golf. Rappelle-moi plus tard. Comme si j'étais un démarcheur téléphonique qu'il l'appelait pour lui vendre une assurance vie. Comme si l'accident de son vieux père pouvait attendre la fin de son parcours en 18 trous. J'ai appelé Théo. Lui a décroché à la première sonnerie. « Grand-père, tout va bien ? Théo, j'ai eu un accident. Je suis tombé sur le chantier. Peux-tu venir me chercher ? J'arrive. Ne bouge pas. Tu as appelé les pompiers ? Non, j'ai appelé ton père d'abord. » Silence gêné à l'autre bout du fil. Théo connaît Guillaume. Il sait. « Ok, grand-père, je m'occupe de tout. J'appelle le 15 et j'arrive. Tiens bon. » Théo a mis 40 minutes pour arriver de Lorient. 40 minutes pendant lesquelles je suis resté allongé sur ce béton glacial, regardant les nuages gris défiler au-dessus des grues rouillées du port. 40 minutes à repenser aux mots de mon fils, à réaliser que pour lui, j'étais devenu un fardeau. Une obligation familiale encombrante qui perturbait ses négociations à 9-0. Quand les pompiers sont arrivés, j'étais en hypothermie. Ma température corporelle était descendue à 34 degrés. Le chef de l'équipe de secours, un homme de 50 ans aux cheveux grisonnants, m'a dit en me mettant sur le brancard « Monsieur Morel, vous avez de la chance d'être encore conscient. 3 heures d'exposition par ce froid et cette humidité à votre âge. Votre petit-fils vous a sauvé la vie. » À l'hôpital de Saint-Nazaire, le diagnostic est tombé comme un coup près. Fracture du col du fémur avec déplacement, opération chirurgicale immédiate nécessaire, prothèse totale de hanche, 6 semaines de rééducation minimum. À 83 ans, avec mon diabète et mon hypertension, l'anesthésie générale représentait un risque non négligeable. Théo est resté avec moi jusqu'à ce que les infirmières me préparent pour le bloc opératoire. Il tenait ma main et me répétait « Grand-père, tout va bien se passer. Tu es solide comme les bateaux que tu construisais. Un coup de soudure et on repart. » Guillaume est arrivé à l'hôpital à 18 heures, 6 heures après mon appel. 6 heures après avoir raccroché en me disant qu'il était au golf. Il portait encore sa tenue de golf, polo Lacoste blanc, pantalon beige, chaussures à crampons. Il avait dû venir directement du Golf National.
Papa, comment tu vas? Théo m'a dit que c'était grave. Sa voix débordait d'une sollicitude soudaine, presque théâtrale, comme s'il jouait le rôle du fils attentionné devant les infirmières et Théo. Mais moi, je voyais ses yeux calculateurs qui évaluaient déjà les implications de mon accident. L'opportunité que représentait ma fragilité soudaine. Ça va, Guillaume? L'opération s'est bien passée. Je devrais sortir dans une semaine. Une semaine? Mais papa, tu ne peux pas rentrer chez toi dans cet état. Il va falloir qu'on trouve une solution. Une aide à domicile ou autre chose. Autre chose. J'ai compris immédiatement ce qu'il voulait dire par autre chose. Stéphanie se tenait derrière lui, silencieuse, mais ses yeux brillaient d'une excitation mal dissimulée. Elle tapotait nerveusement sur son téléphone, probablement en train de poster sur Instagram. Moment difficile en famille. Do family, Ubuntu together, do love. On va en reparler quand tu seras remis, papa. L'important, c'est que tu te reposes. Cette nuit-là, vers minuit, je me suis réveillé pour aller aux toilettes. La chambre d'hôpital était plongée dans l'obscurité et j'ai entendu des voix dans le couloir. La voix de Stéphanie au téléphone qui parlait à voix basse mais suffisamment fort pour que je puisse saisir des bribes de conversation. Tant qu'il est encore conscient, il faut le faire signer la procuration. Après, on le met à l'EHPAD et on vend tout avant Noël. Non, non, il n'y verra que du feu, il commence à perdre la mémoire. Les terrains de Saint-Nazaire valent une fortune maintenant. Tu as vu les projets d'extension du port? Oui, les Qataris sont très intéressés. J'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir quand elle est revenue dans la chambre. Mais mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'elle l'entende. Ils avaient tout planifié. Mon accident était providentiel. Une occasion rêvée de me faire signer une procuration, de me faire interner dans un établissement pour personnes âgées et de vendre mes terrains à des investisseurs étrangers. Je commence à perdre la mémoire. Cette phrase m'a glacé le sang, car c'était faux, complètement faux. Ma mémoire est encore parfaite. Je me souviens du nom de tous les navires que j'ai contribué à construire, de leurs caractéristiques techniques, des dates de mise à l'eau. Je me souviens du moindre détail de mes contrats immobiliers, du nom de mes locataires, du montant de mes loyers. Je me souviens de chaque conversation importante de ma vie, y compris de celle que je venais d'entendre dans le couloir. Mais visiblement, pour Guillaume et Stéphanie, j'étais déjà devenu un vieil homme sénile qu'on pouvait manipuler à volonté. Le lendemain matin, ils sont revenus avec un sourire jusqu'aux oreilles et une liasse de documents sous le bras. « Papa, on a réfléchi à ta situation. On s'inquiète pour toi. Cette maison isolée au bord de l'estuaire, ces terrains immenses que tu ne peux plus entretenir. Ce n'est plus raisonnable à ton âge. » Guillaume avait sorti sa voix douce, celle qu'il utilisait probablement avec ses clients les plus réticents. Stéphanie, elle, me caressait la main avec une tendresse feinte qui me donnait envie de vomir. On a trouvé une solution formidable. Un établissement magnifique à Deauville, le Clos des Embruns, 5 étoiles, vue sur mer, spa, animation culturelle. Tu vas adorer. Et nous, on s'occupe de vendre la maison et les terrains pour financer ton séjour. Comme ça, plus de soucis. J'ai regardé les brochures colorées qu'ils étalaient sur mon lit d'hôpital. Le Clos des Embruns. 8 500 € par mois. Chambre individuelle avec balconnet face à la Manche. Restaurant gastronomique. Soins de kinésithérapie. Bibliothèque. Salle de jeu. Tout ce qu'il faut pour achever paisiblement une vie bien remplie. Et tu n'auras plus à t'occuper de tes investissements immobiliers. On va tout confier à Guillaume. Il s'y connaît mieux que nous en finance. N'est-ce pas, chérie? Guillaume a hoché la tête avec cette assurance tranquille des hommes qui ont déjà tout calculé. Papa, je vais optimiser ton patrimoine. Ces vieux terrains industriels à Saint-Nazaire, c'est de l'argent qui dort. Avec les contacts que j'ai dans le private equity, je peux tripler leur valeur en 3 ans maximum. Tu pourras financer ton séjour au Clos des Embruns et même léguer un joli pactole à Théo. Léguer un joli pactole à Théo, comme s'il pensait vraiment à l'avenir de son fils, comme si ce n'était pas lui et Stéphanie qui avaient besoin de liquidités pour leur nouveau fonds de venture capital. Il faut juste que tu signes quelques papiers.
Une procuration pour que je puisse m'occuper de tes affaires pendant ta convalescence et l'autorisation de vendre les terrains au meilleur prix. Tout simple. J'ai pris les documents et j'ai fait mine de les lire. Procuration générale et irrévocable. Mandat de vente exclusif. Désignation de Guillaume comme gestionnaire unique de mes biens. En gros, il voulait que je leur donne tout, immédiatement, en échange d'une chambre dans un EHPAD de luxe où je finirais mes jours à regarder la mer en attendant la mort. Je vais y réfléchir, j'ai dit simplement. Le visage de Stéphanie s'est assombri. Guillaume a serré les mâchoires. Papa, il n'y a pas grand-chose à réfléchir. Tu ne peux pas rester seul dans cette maison après ton accident. Et tes terrains, tu ne peux plus les gérer à ton âge. Nous, on veut juste t'aider. T'aider. Bien sûr. Comme Guillaume m'avait aidé en me raccouchant au nez quand j'étais allongé sous la pluie avec la jambe cassée. C'est à ce moment-là que Théo est entré dans la chambre, son sac d'étudiant sur l'épaule et son sourire habituel aux lèvres. Il a immédiatement senti la tension. « Salut grand-père, comment tu te sens aujourd'hui ? Salut papa, salut Stéphanie. » Guillaume et Stéphanie ont échangé un regard rapide. Ils n'avaient pas prévu que Théo arrive si tôt. « Théo, justement on parlait de l'avenir de ton grand-père. On a trouvé un établissement fantastique à Deauville. » Mais Théo ne les écoutait déjà plus. Il s'était approché de mon lit et regardait les documents éparpillés sur la couverture. « C'est quoi tout ça, grand-père ? Ton père veut que je signe une procuration pour qu'il puisse vendre mes terrains et m'installer dans une maison de retraite. » Le visage de Théo a changé d'expression. Il a regardé son père avec une incrédulité grandissante. « Papa, grand-père vient juste d'être opéré. Il n'a même pas encore commencé sa rééducation. Pourquoi cette urgence ? Théo, tu ne comprends pas. Ton grand-père ne peut plus vivre seul. Et ces terrains, c'est une charge énorme pour lui. Nous, on veut juste l'aider. Oui, j'ai entendu. » Le ton de Théo était devenu glacial. Il connaissait son père mieux que Guillaume ne le pensait. « Et toi, grand-père, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai regardé ce garçon de 26 ans, ce futur ingénieur naval qui représentait tout ce que j'espérais transmettre à la génération suivante. Sa passion pour la construction navale, son respect pour l'histoire industrielle de notre région, son intégrité naturelle. Et j'ai pris ma décision. Théo, j'aimerais que tu m'aides à rentrer chez moi dès que possible. Et j'aimerais aussi que tu réfléchisses à ce que tu voudrais faire de tes études une fois ton diplôme en poche. » Guillaume a blêmi. Il avait compris le sous-entendu. « Papa, sois raisonnable. Tu as 83 ans. Tu viens de te casser la jambe. Tu ne peux pas continuer à vivre seul dans cette grande maison. » Guillaume, j'ai survécu à la fermeture des chantiers navals. J'ai reconstruit une fortune à partir de rien. J'ai élevé mon fils tout seul après la mort de sa mère. Tu crois vraiment qu'une simple fracture du fémur va m'arrêter ? Stéphanie s'est levée brusquement, son téléphone à la main. Bon, nous, on a fait notre devoir. On t'a proposé une solution décente. Si tu préfères rester têtu et risquer ta santé, c'est ton problème. Mais ne viens pas pleurer quand tu auras le prochain accident. Et elle est sortie de la chambre, suivie par Guillaume qui m'a jeté un dernier regard lourd de reproches. Théo s'est assis sur le fauteuil à côté de mon lit. « Grand-père, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Pourquoi ils sont si pressés de te faire signer ces papiers ?» C'est là que je lui ai tout raconté. L'appel au secours sous la pluie, le « je suis au golf, rappelle-moi plus tard ». La conversation nocturne de Stéphanie dans le couloir, leur plan pour me faire interner et vendre mes terrains aux Qataris. Théo a écouté en silence, serrant de plus en plus fort le poing droit. « Grand-père, ils ne savent pas, n'est-ce pas ? Ils ne savent pas ce que valent vraiment tes terrains ? Non. Ils pensent que j'ai quelques hectares de friches industrielles. Ils ne connaissent pas les détails de mes investissements. Ils ne savent pas non plus pour la holding des entrepôts frigorifiques, ni pour les parts que j'ai dans les nouvelles installations portuaires, ni pour ta collection d'Armagnac, a ajouté Théo avec un petit sourire. Effectivement, ma collection de 400 bouteilles d'Armagnac millésimées, stockées dans l'ancien bunker allemand que j'ai aménagé sous ma maison. Des flacons de 1940 à 1970, une époque où les producteurs gascons faisaient encore de l'artisanat pur.
Christie's a estimé l'ensemble à 11 millions d'euros, mais Guillaume et Stéphanie pensent que c'est juste la cave à alcool du grand-père. Théo, j'ai quelque chose à te demander, quelque chose d'important. Tout ce que tu veux, grand-père. J'aimerais que tu enregistres notre conversation avec ton téléphone. Et j'aimerais aussi que tu enregistres toutes les conversations que tu pourras avoir avec ton père et Stéphanie dans les prochains jours. Théo a froncé les sourcils. Tu veux dire les espionner? Je veux dire documenter leur comportement, pour me protéger, et pour te protéger aussi, car je sens qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Cette nuit-là, Théo a dormi sur le fauteuil de ma chambre d'hôpital, officiellement pour me tenir compagnie pendant ma convalescence. En réalité, pour monter la garde, car nous savions tous les deux que Guillaume et Stéphanie allaient revenir à la charge. Ils sont revenus le lendemain matin, accompagnés d'un homme en costume sombre que je ne connaissais pas. Papa, je te présente Maître Dubois, notaire à Paris. Il a eu la gentillesse de se déplacer pour t'expliquer les avantages fiscaux de la solution qu'on te propose. Maître Dubois avait la quarantaine, des lunettes dorées et ce sourire commercial des hommes qui vivent de la détresse des autres. Il a sorti un dossier épais de sa mallette et l'a posé sur ma table de chevet. Monsieur Morel, votre fils m'a expliqué votre situation. Une succession anticipée bien organisée peut vous faire économiser des centaines de milliers d'euros d'impôts. Avec vos terrains, qui prennent de la valeur chaque année, il faut agir rapidement. Mes terrains prennent de la valeur. Mais bien sûr, votre fils m'a dit que vous possédiez une vingtaine d'hectares dans la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire. Avec l'expansion du terminal méthanier et les projets éoliens offshore, ces parcelles vont exploser. Il faut vendre maintenant, avant que la fiscalité change. J'ai regardé Guillaume. Il évitait soigneusement mon regard, occupé à consulter son téléphone. Il avait donné au notaire une évaluation approximative de mon patrimoine, probablement basée sur ce qu'il pensait savoir de mes investissements, mais il était loin du compte, très loin. Et combien estimez-vous la valeur de mes biens, Maître Dubois? D'après les éléments que m'a transmis votre fils, nous tablons sur une quinzaine de millions d'euros, ce qui représente déjà une somme considérable pour un homme de votre génération. 15 millions. Guillaume estimait mon patrimoine à 15 millions d'euros. En réalité, entre les terrains, les parts dans la holding portuaire, la collection d'Armagnac et le compte aux îles anglo-normandes, j'approchais plutôt les 100 millions. Mais visiblement, mon fils n'avait qu'une vision très partielle de mes affaires. 15 millions, dites-vous. C'est intéressant. Théo, assis dans son coin, enregistrait discrètement la conversation sur son téléphone. Je voyais dans ses yeux qu'il avait du mal à garder son calme. Bien sûr, a continué le notaire, il faudra déduire les frais de succession, les impôts sur les plus-values, les commissions de vente. Au final, vous devriez pouvoir récupérer une dizaine de millions nets. De quoi financer confortablement votre séjour au Clos des Embruns jusqu'à la fin de vos jours et même laisser un petit quelque chose à votre famille. Un petit quelque chose. 10 millions d'euros répartis entre Guillaume et Théo, c'était effectivement un petit quelque chose comparé à ce qu'ils auraient pu hériter s'ils avaient su attendre patiemment ma mort naturelle. Mais Guillaume était pressé. Il avait besoin de liquidités immédiatement pour son fonds de venture capital. « Papa, qu'est-ce que tu en dis ?» On signe. J'ai pris les documents que me tendait Maître Dubois. Procuration irrévocable. Mandat de vente exclusif. Désignation de Guillaume comme unique héritier gestionnaire. Et une clause que je n'avais pas vue la veille. En cas de troubles cognitifs avérés, Guillaume pourrait prendre toutes les décisions qu'il jugerait nécessaires pour préserver mes intérêts. Troubles cognitifs avérés? Ils avaient déjà prévu le coût de la mise sous tutelle. Je vais encore réfléchir, j'ai dit calmement. Guillaume a explosé. Papa, combien de temps tu vas réfléchir? Tu as 83 ans, tu viens de te casser la jambe, tu vis seul dans une maison isolée. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour comprendre que tu as besoin d'aide? Ce qu'il me faut, Guillaume, c'est un fils qui répond au téléphone quand son père a un accident. Pas un fils qui dit « Je suis au golf, rappelle-moi plus tard ». Le silence est tombé dans la chambre comme une chape de plomb. Maître Dubois rangeait déjà ses documents, comprenant que l'affaire était compromise.
Stéphanie fixait le sol, soudainement très intéressée par ses chaussures, à 800 €. Guillaume est devenu livide. « Papa, j'étais en rendez-vous professionnel. Un rendez-vous crucial pour mon entreprise. Tu ne peux pas comprendre ce genre de contraintes. J'ai construit des navires de 350 mètres de long, Guillaume. J'ai géré des chantiers avec 3000 ouvriers. J'ai négocié des contrats avec des armateurs du monde entier. Ne me dis pas que je ne peux pas comprendre les contraintes professionnelles. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on laisse son père agoniser sur un quai de port pour finir un parcours de golf. » Théo s'est levé. « Papa, je crois que grand-père a été assez clair. Il ne signera rien maintenant. Laisse-lui le temps de récupérer de son opération. » Guillaume a regardé son fils avec une colère mal contenue. « Toi, tu ne t'en mêles pas. Tu es encore étudiant. Tu ne comprends rien aux questions patrimoniales. Je comprends au moins qu'on ne force pas un homme de 83 ans à signer des papiers importants 48 heures après une opération chirurgicale. » Stéphanie s'est levée à son tour, ajustant son sac Hermès sur son épaule. « Bon, nous, on a fait ce qu'on pouvait. Après, si monsieur préfère finir ses jours tout seul dans sa maison humide plutôt que dans un établissement de luxe, c'est son choix. » Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée une dernière fois. « Mais le jour où tu auras le prochain accident, Jacques, ne compte pas sur nous pour venir te ramasser. » Et ils sont partis. Guillaume, Stéphanie et Maître Dubois, me laissant seul avec Théo et la certitude que cette guerre familiale ne faisait que commencer. Ce soir-là, Théo m'a montré les enregistrements qu'il avait faits avec son téléphone. Toutes les conversations depuis mon accident. Les menaces à peine voilées. Les tentatives de manipulation. Les mensonges sur mon état mental. Et surtout, cette phrase de Stéphanie la première nuit. « Tant qu'il est encore conscient, il faut le faire signer la procuration. » Grand-père, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai regardé ce garçon de 26 ans, qui était le seul de ma famille à me soutenir vraiment. Ce futur ingénieur naval qui comprenait la valeur du travail, de la patience, de la construction à long terme. Ce petit-fils qui avait hérité de ma passion pour les bateaux et qui représentait l'avenir de tout ce que j'avais construit. Maintenant, Théo, on va leur montrer que les vieux Bretons têtus savent encore se défendre. Et que quand on joue au golf, pendant que son père se vide de son sang sur le béton, il faut s'attendre à ce que les règles du jeu changent. J'ai fermé les yeux et j'ai repensé à cette phrase qui tournait en boucle dans ma tête depuis 3 jours. Je suis au golf. Rappelle-moi plus tard. Plus tard était arrivé, et Guillaume allait découvrir que son vieux père n'était pas aussi vulnérable qu'il le croyait. La guerre venait de commencer. Mais contrairement à ce que pensait mon fils, ce n'était pas moi qui allais la perdre. Ma sortie de l'hôpital était prévue pour le vendredi 25 octobre. Guillaume et Stéphanie n'avaient pas donné signe de vie depuis leur dernière visite catastrophique avec le notaire parisien. Théo, lui, venait me voir tous les soirs après ses cours à Lorient, et c'est lui qui m'a ramené à la maison dans sa vieille Citroën C3. En arrivant devant ma maison de pierre grise face à l'estuaire, j'ai senti une émotion étrange m'envahir. Après 2 semaines d'hôpital, ces murs familiers, cette vue sur la Loire qui se jette dans l'Atlantique, ce jardin où Marguerite cultivait ses hortensias, tout me semblait plus précieux qu'avant. Peut-être parce que je venais de comprendre à quel point j'étais passé près de tout perdre. « Grand-père, tu es sûr que tu ne veux pas que je reste quelques jours avec toi? » « Non, Théo, tu as tes examens à préparer. Et puis, j'ai besoin d'être seul pour réfléchir. » Ce qui était vrai, car pendant mes 2 semaines de convalescence, j'avais eu le temps de beaucoup réfléchir et j'avais pris des décisions. Le lundi matin, j'ai appelé maître Antoine Lefebvre, mon notaire à Saint-Nazaire. Antoine et moi, on se connaît depuis 40 ans. C'est lui qui avait rédigé tous mes contrats d'acquisition immobilière dans les années 80 et 90. Un homme de 70 ans, discret, méticuleux, qui avait gardé tous mes secrets patrimoniaux pendant des décennies. « Jacques, comment allez-vous? Théo m'a raconté votre accident, et cette histoire avec Guillaume, c'est préoccupant. Antoine, j'ai besoin de vous voir. Aujourd'hui, si possible. Il faut qu'on reprenne tous mes dossiers. Tout. Vous voulez parler de tout, Antoine. Les terrains, la holding,
Les comptes offshore, la collection, absolument tout. Il va falloir qu'on réorganise mes affaires avant que Guillaume et sa femme ne fassent quelque chose d'irréparable. Maître Lefebvre est arrivé à 14 heures avec 3 mallettes pleines de dossiers. Il a étalé les documents sur ma table de cuisine. Acte de propriété, statut de holding, contrat de location, expertise immobilière, police d'assurance, 40 ans de construction patrimoniale étalés devant nous. Jacques, laissez-moi vous faire un point précis, parce que je crois que vous-même, vous n'avez plus une vision globale de votre patrimoine. Il avait raison. Depuis la mort de Marguerite, je gérais mes affaires au jour le jour, sans vraiment m'intéresser à l'évolution globale de mes investissements. J'encaissais mes loyers, je signais mes contrats de renouvellement, je payais mes impôts. Mais je n'avais pas fait le calcul complet depuis des années. Alors, Antoine, donnez-moi les chiffres, les vrais chiffres. Commençons par les terrains. Vous possédez exactement 22,3 hectares répartis sur 4 zones industrielles de Saint-Nazaire. Zone portuaire Est, zone portuaire Ouest, zone de Bray et zone de Montoire. D'après la dernière expertise que j'ai commandée en septembre, l'ensemble vaut aujourd'hui 72 millions d'euros. 72 millions d'euros. J'avais acheté ces terrains pour 800 000 francs dans les années 80. Ensuite, vos participations dans la holding SCI Loire-Atlantique. Vous détenez 43% des parts. Cette société possède 2 entrepôts frigorifiques de 15 000 mètres carrés chacun, loués à des importateurs de produits surgelés. Chiffre d'affaires annuel, 12 millions d'euros. Vos dividendes l'année dernière, 4,8 millions d'euros. 4,8 millions d'euros de dividendes par an. Et Guillaume qui pensait que j'étais un vieux retraité qui tirait le diable par la queue. Pour la collection d'Armagnac, j'ai demandé une contre-expertise à Drouot. 412 bouteilles millésimées de 1940 à 1975. Estimation conservatrice, 13,5 millions d'euros. Mais si on tombe sur les bonnes enchères, ça peut aller jusqu'à 20 millions. Et le compte de Guernsey, 23,7 millions d'euros au dernier relevé. Plus les intérêts qui s'accumulent depuis 15 ans. Disons 25 millions pour être large. Maître Lefebvre a sorti sa calculatrice et a fait le total. Jacques, vous valez 135 millions d'euros. Minimum. 135 millions d'euros. Je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes, digérant l'information. Pendant que Guillaume négociait avec des Qataris pour vendre mes 15 millions de patrimoine, j'étais en réalité à la tête d'une fortune de 135 millions. Antoine, est-ce que Guillaume peut deviner ces chiffres? Impossible. Les terrains, oui. Il peut les estimer approximativement en consultant les prix du marché. Mais il ne connaît pas l'étendue exacte de vos propriétés. Pour la holding, c'est une société civile immobilière discrète. Les parts ne sont pas nominatives au fichier central. Pour l'Armagnac, sauf à être expert, il ne peut pas imaginer la valeur réelle. Et pour Guernsey, seuls vous et moi sommes au courant. Parfait. Maintenant, Antoine, voici ce que nous allons faire. J'ai expliqué mon plan à Maître Lefebvre. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur son carnet de cuir rouge. Quand j'ai terminé, il a relevé la tête avec un sourire que je ne lui avais jamais vu. Jacques, c'est diabolique, mais parfaitement légal et parfaitement mérité. Quand voulez-vous qu'on commence? Immédiatement. Pendant que nous préparions les documents, Théo m'a envoyé un message sur WhatsApp. Grand-père, papa et Stéphanie viennent de créer un groupe familial. Ils m'ont ajouté. Tu veux que je screenshot les messages? J'ai répondu, oui, tout, absolument tout. 1 heure plus tard, Théo m'envoyait la première série de captures d'écran. Le groupe s'appelait Morel Succession 2025. Stéphanie avait envoyé une photo de la brochure du Clos des Embruns avec le message « Chambre 312, réservée pour grand-père à partir du 15 décembre. 8500 €, moi, tout compris, il va adorer. » Guillaume avait répondu « Parfait, j'ai rendez-vous jeudi avec les Qataris. Ils sont toujours intéressés par les terrains de papa. Offre ferme à 68 millions. On signe avant fin novembre. »
68 millions. Ils avaient révisé leur estimation à la hausse, mais ils étaient encore loin du compte. Puis un message de Stéphanie qui m'a glacé le sang. Romain pense qu'il faut faire évaluer l'état mental de grand-père par un neuropsychiatre, histoire d'avoir une expertise officielle avant la signature, au cas où il ferait des difficultés. Romain, le mari de ma défunte fille Sylvie, décédée d'un cancer il y a 5 ans. Je l'avais toujours considéré comme un membre de la famille, même après la mort de Sylvie. Il gérait une petite agence immobilière à La Baule et j'avais confiance en lui. Apprendre qu'il était dans la combine m'a fait plus mal que tout le reste. La réponse de Guillaume: bonne idée. Tu connais quelqu'un? Caroline a un ami psychiatre à Nantes, Dr Martineau. Il peut établir un certificat de troubles cognitifs contre 5 000 €. Cash. Discrétion garantie. Caroline, la sœur de Romain. Elle travaillait dans une clinique privée et avait apparemment des contacts douteux dans le milieu médical. Ok. Prends rendez-vous pour la semaine prochaine. On dit à papa que c'est un bilan de routine post-hospitalisation. Il prévoyait donc de me faire examiner par un psychiatre corrompu qui établirait un faux certificat de démence sénile. Avec ce document, il pourrait facilement obtenir ma mise sous tutelle et vendre tous mes biens sans mon accord. J'ai envoyé tous les screenshots à Maître Lefebvre avec un message. « Antoine, il faut accélérer. Il prévoit de me faire interner la semaine prochaine. » Sa réponse a été immédiate. « Reçu. Tous les documents seront prêts demain. On frappe en premier. » Le mardi soir, Théo est venu dîner à la maison. J'avais préparé une cotrillade, cette soupe de poisson bretonne que ma femme me faisait quand j'étais malade. Nous avons mangé en silence, regardant les lumières du port s'allumer dans la nuit tombante. « Grand-père, qu'est-ce que tu vas faire ? » « Théo, est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu ferais de ta vie si tu avais les moyens de réaliser tous tes rêves ? » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Je veux dire, si l'argent n'était plus un problème. Si tu pouvais créer l'entreprise de tes rêves, développer les projets qui te passionnent vraiment, sans te soucier de la rentabilité immédiate, qu'est-ce que tu ferais ? » Théo a posé sa cuillère et m'a regardé avec cette intensité qu'il avait quand on parlait de construction navale. Je créerai un bureau d'études spécialisé dans les navires du futur, les bateaux autonomes, les cargos à hydrogène, les navires de recherche océanographique. Je voudrais redonner à Saint-Nazaire sa place de leader mondial dans l'innovation maritime. Mais ça demande des investissements énormes, des millions d'euros, et je ne suis qu'un étudiant de 26 ans sans un sou. Et si je te disais que ces millions d'euros, tu pourrais les avoir ? Théo a écarquillé les yeux. « Grand-père, de quoi tu parles ?» C'est là que je lui ai tout expliqué. Mes vrais investissements, ma vraie fortune. Les 135 millions d'euros que Guillaume et Stéphanie ne soupçonnaient même pas. Et surtout, ce que j'avais décidé de faire pour les empêcher de me voler ce que j'avais mis 40 ans à construire. Théo, demain, tu vas devenir propriétaire de 20 hectares de terrains industriels à Saint-Nazaire et de 43% des parts de la holding Loire-Atlantique, valeur totale 95 millions d'euros. Quoi ? Mes grands-pères, donation entre vifs. Avec réserve d'usufruit, ce qui veut dire que tu es propriétaire, mais que je garde le droit d'utiliser et de percevoir les revenus de ces biens jusqu'à ma mort. Parfaitement légal, irrévocable. Et Guillaume ne peut rien y faire. Mais pourquoi ? Parce que tu es le seul de ma famille à comprendre vraiment ce que représente ce patrimoine. Tu es le seul à voir plus loin que l'argent immédiat. Et parce que tes parents sont en train d'organiser mon internement dans un EHPAD pour me voler mes biens. J'ai montré à Théo tous les messages du groupe WhatsApp Morel Succession 2025. Le rendez-vous avec le psychiatre corrompu. La réservation de la chambre 312 au Clos des Embruns. Le contrat de vente pré-signé avec les Qataris. Théo est devenu livide. Papa veut vraiment te faire interner. Ton père a besoin d'argent liquide pour son fonds de venture capitale. Mes terrains représentent pour lui la solution miracle. Peu importe si ça me détruit. Peu importe si ça brise la famille. L'important,
c'est qu'ils puissent jouer au grand financier avec l'argent que j'ai mis 40 ans à gagner. Et Stéphanie? Stéphanie rêve de devenir la veuve joyeuse d'un patriarche millionnaire. Elle s'imagine déjà postant des photos d'elle en train de pleurer élégamment sur ma tombe, avec comme légende « Mon cher beau-père nous a quittés, mais il nous a laissé de quoi honorer sa mémoire. » Family, heritage, blessed. Théo a serré les poings. C'est dégueulasse. Comment ils peuvent? Ils le peuvent, parce qu'ils me voient comme un vieil homme vulnérable dont ils vont hériter de toute façon. Pour eux, je suis déjà mort. Ils ne font qu'accélérer la procédure. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on leur apprend que les vieux bretons têtus ont plus d'un tour dans leur sac. Le mercredi 30 octobre, à 9 h du matin, Maître Lefebvre s'est présenté chez moi avec Maître Dupré, notaire à Nantes, et Mademoiselle Guichard, greffier assermenté. Nous avons procédé à la signature de tous les actes de donation. Théo, tremblant d'émotion, a paraphé chaque page des contrats qui faisaient de lui, officiellement, l'un des plus gros propriétaires fonciers de la région Pays de la Loire. Théo, vous réalisez que vous venez d'hériter de l'équivalent d'un patrimoine que la plupart des gens mettent 5 générations à accumuler? Oui, Maître Lefebvre, et je réalise surtout la responsabilité que ça représente. À 10 h, nous nous sommes rendus au siège de la SCI Loire-Atlantique pour l'Assemblée Générale Extraordinaire. J'avais convoqué tous les associés pour leur annoncer le transfert de mes parts à Théo et la nomination de ce dernier comme nouveau directeur général de la société. Les autres associés, 3 industriels nantais que je côtoie depuis 20 ans, ont été surpris, mais pas choqués. Ils connaissaient Théo depuis qu'il était enfant et appréciaient son sérieux. Monsieur Morel, votre petit-fils nous a parlé de ses projets pour moderniser nos installations portuaires. C'est exactement le type de vision dont nous avons besoin pour les années à venir. À 11 h, nouvelle signature chez Maître Lefebvre, mon testament holographe. Je déshérite formellement Guillaume et Stéphanie pour ingratitude caractérisée et tentative d'abus de faiblesse. Théo hérite du solde de mes biens, la maison, la collection d'Armagnac et le comte de Guernsey. Jacques, vous êtes sûr de votre décision? C'est irréversible. Antoine, quand on dit à son père « je suis au golf », rappelle-moi plus tard, pendant qu'il agonise sous la pluie avec une jambe cassée, on assume les conséquences. À midi, dernier acte, j'ai appelé Guillaume. « Papa, comment tu vas? On allait justement passer te voir cet après-midi. » Guillaume, je vais très bien, justement, j'ai quelque chose d'important à t'annoncer. Est-ce que tu peux venir avec Stéphanie? Amenez aussi Romain et Caroline si vous voulez. J'aimerais réunir toute la famille. Bien sûr, papa. Tu as réfléchi à notre proposition pour l'EHPAD? Entre autres choses, oui. Disons 15 h chez moi. Parfait, on arrive. J'ai entendu l'excitation dans sa voix. Il pensait que j'allais enfin signer les papiers, que j'allais accepter leur belle EHPAD à Deauville et leur vendre mes terrains aux Qataris. À 13 h, Théo est arrivé avec les documents d'enregistrement officiels de toutes nos signatures matinales. Tout était en règle. Les donations étaient inscrites au fichier immobilier, les statuts de la holding étaient modifiés, le testament était déposé chez le notaire. Grand-père, tu es sûr que c'est ce que tu veux faire? Il n'y a plus de retour en arrière possible. Théo, ton père a eu toute sa vie pour me prouver qu'il m'aimait et qu'il me respectait. Il a choisi de me dire « je suis au golf » au moment où j'avais le plus besoin de lui. Maintenant, c'est moi qui choisis. À 14 h 30, j'ai vu arriver la Porsche Panamera de Guillaume, suivie du Range Rover blanc nacré de Stéphanie. Derrière eux, la BMW de Romain et la Mini de Caroline. Tout le petit commando était au complet. Ils sont entrés dans ma maison avec des sourires rayonnants, portant des fleurs, des chocolats, même une bouteille de champagne Krug que Stéphanie a posée bien en évidence sur ma table de cuisine. « Papa, tu as l'air en pleine forme. L'air marin de Saint-Nazaire te fait du bien. » Guillaume était d'excellente humeur. Il avait mis son costume le plus élégant, sa montre Patek Philippe et ses boutons de manchette en or.
Stéphanie portait un tailleur Chanel et filmait déjà l'événement avec son téléphone. Moment important en famille. Grand-père va nous faire une grande annonce. Bam, family, important, excited. Romain et Caroline restaient en retrait, mais je voyais bien qu'ils étaient tendus. Ils savaient ce qui était censé se passer. Asseyez-vous, tous. J'ai effectivement quelque chose d'important à vous dire. Ils se sont installés dans mon salon, face à la baie vitrée qui donne sur l'estuaire. Guillaume avait sorti discrètement les documents de procuration de sa mallette et les avait posés sur la table basse, à côté du champagne. « Papa, avant que tu commences, nous aussi on a une annonce à te faire. On a finalisé tous les détails pour ton installation au Clos des Embruns. Chambre avec vue sur mer, repas gastronomiques, kinésithérapie quotidienne. Tu vas être traité comme un roi. Et les Qataris ont confirmé leur offre pour tes terrains. » a ajouté Stéphanie. 68 millions d'euros. Tu te rends compte, tu vas être riche. Je vais être riche. Comme si je ne l'étais pas déjà, comme si mes 40 ans de travail et d'investissement n'avaient servi qu'à attendre qu'ils daignent me vendre mes propres biens. C'est formidable tout ça. Vraiment formidable. Et je vous remercie de vous être donné tant de mal pour organiser mon avenir. Guillaume a souri. Il croyait avoir gagné. Alors papa, qu'est-ce que tu en dis? On signe? Bien sûr qu'on va signer, Guillaume, mais pas exactement ce que tu penses. J'ai fait signe à Théo, qui attendait dans la cuisine. Il est entré avec une mallette pleine de documents officiels. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait donation de 20 hectares de terrains industriels et de 43% des parts de la SCI Loire-Atlantique à mon petit-fils Théo. Valeur totale de la donation, 95 millions d'euros. Tout a été enregistré ce matin chez Maître Lefebvre. Le silence qui a suivi était assourdissant. Guillaume a eu l'air de recevoir une gifle. Stéphanie a lâché son téléphone. Romain et Caroline ont échangé un regard paniqué. « Papa, qu'est-ce que tu dis ? Je dis que tes terrains à 68 millions d'euros ne t'appartiennent plus, Guillaume. Ils appartiennent maintenant à Théo, qui a l'intelligence de ne pas les vendre au premier fonds qatari venu. Mais papa, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit. J'ai tous les droits. Guillaume, c'est mon patrimoine. Enfin, c'était. Maintenant, c'est celui de Théo. » Stéphanie s'est levée d'un bond, le visage déformé par la rage. « Jacques, vous ne pouvez pas faire ça. Ces terrains, c'est l'héritage de Guillaume. C'est l'avenir de notre famille. L'avenir de votre famille. Stéphanie, vous m'avez réservé une chambre dans un EHPAD et vous avez pris rendez-vous avec un psychiatre corrompu pour me faire interner de force. Vous appelez ça penser à l'avenir de la famille ? » Guillaume a blêmi. Il venait de comprendre que je savais tout. « Papa, comment je sais que vous avez créé un groupe WhatsApp pour organiser ma succession anticipée? Comment je sais que Caroline connaît un docteur Martineau qui établit de faux certificats de démence contre 5 000 euros? Comment je sais que vous avez déjà signé un pré-contrat avec les Qataris? » J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à lire les messages. Du groupe Morel Succession 2025. Tant qu'il est encore conscient, il faut le faire signer la procuration. C'est de vous, ça, Stéphanie. Stéphanie était devenue livide. Romain pense qu'il faut faire évaluer l'état mental de grand-père par un neuropsychiatre. C'est de vous, ça, Guillaume. Papa, on peut t'expliquer. M'expliquer quoi? Que vous avez organisé mon internement pour voler mes biens? Que vous avez corrompu un psychiatre pour me faire passer pour fou? Que vous avez vendu mes terrains avant même de les posséder? Romain s'est levé à son tour. Jacques, vous interprétez mal nos messages. On voulait juste vous aider. M'aider, Romain. Comme Guillaume m'a aidé quand j'ai appelé au secours sous la pluie et qu'il m'a dit « Je suis au golf, rappelle-moi plus tard ». Tous les regards se sont tournés vers Guillaume qui fixait le sol, incapable de soutenir les yeux de sa famille. Oui, Romain. Votre beau-frère si dévoué m'a laissé agoniser 3 heures sur le béton glacial d'un chantier naval parce qu'il négociait avec des Qataris sur un terrain de golf. C'est ça, votre définition de l'aide familiale. Caroline a tenté une dernière carte. Monsieur Morel, vous êtes encore sous le choc de votre accident. Vous n'êtes pas en état de prendre des décisions aussi importantes. Caroline,
J'ai 83 ans. J'ai survécu à l'effondrement de l'industrie navale française. J'ai reconstruit une fortune de 135 millions d'euros à partir de rien. Et vous pensez que je ne suis pas en état de décider de l'avenir de mes propres biens? 135 millions d'euros. Le chiffre a fait l'effet d'une bombe. Guillaume s'est redressé comme un ressort. 135 millions. Papa, de quoi tu parles? Tes terrains valent au maximum 70 millions. Mes terrains valent 72 millions d'euros, Guillaume. Mes parts dans la holding rapportent 4,8 millions par an. Ma collection d'Armagnac vaut 13,5 millions. Et j'ai quelques économies placées à l'étranger. Total, 135 millions, que vous ne verrez jamais. Stéphanie s'est effondrée sur le canapé. 135 millions. Et vous donnez tout à Théo? Pas tout, Stéphanie. Théo hérite de 95 millions avec la donation d'aujourd'hui. Le reste, il l'aura à ma mort, selon les dispositions de mon Nouveau Testament. Vous et Guillaume, vous avez droit à la réserve héréditaire légale, soit environ 15 millions d'euros. De quoi voir venir, même pour des gens habitués au luxe. Guillaume a explosé. « Papa, tu ne peux pas me déshériter. Je suis ton fils unique. » Guillaume, en droit français, je ne peux effectivement pas te déshériter complètement. Mais je peux réduire ta part d'héritage au minimum légal, ce que j'ai fait, pour ingratitude caractérisée. Ingratitude? Mais papa, j'ai toujours été là pour toi. Tu as toujours été là? Guillaume, la dernière fois que tu es venu me voir avant mon accident, c'était à Noël dernier. Tu m'appelles une fois par mois, et encore quand tu as le temps entre deux rendez-vous golf. La seule fois où j'ai eu besoin de toi, vraiment besoin, tu m'as raccroché au nez pour finir ton parcours en 18 trous. Mais papa, c'était important. Ces Qataris représentaient 300 millions d'investissements pour mon fonds. Et moi, Guillaume, je représentais quoi? Ton père avec une jambe cassée qui agonisait sous la pluie. Ça ne valait pas 5 minutes de ton précieux temps. Guillaume ne répondait plus. Il regardait les documents étalés sur la table, les actes de donation signés, les certificats d'enregistrement. Tout était officiel, irrévocable, définitif. Stéphanie a tenté un dernier coup. Et nous? Et nos projets? Et le fonds de Venture Capital? Guillaume a déjà signé des engagements avec des investisseurs. Et alors, Stéphanie, vous vous débrouillerez. Vous avez une belle situation, un bel appartement, de beaux revenus. Vous trouverez d'autres investisseurs pour votre fonds, ou pas. Ça ne me regarde plus. Mais comment on fait pour les Qataris? On leur avait promis, vous leur aviez promis de vendre quelque chose qui ne vous appartenait pas. Stéphanie, c'est ce qu'on appelle de l'escroquerie. Maintenant, vous allez leur expliquer que le propriétaire a changé d'avis. Point final. Romain et Caroline se levaient déjà, comprenant que la partie était perdue. Jacques, on ne savait pas. Guillaume nous avait dit que vous étiez d'accord. Romain, vous m'avez connu pendant 15 ans. Vous m'avez vu élever ma fille Sylvie, l'aider dans ses études, la soutenir pendant sa maladie. Vous avez vraiment cru que j'étais devenu fou au point d'organiser ma propre mise sous tutelle? Romain n'a pas répondu. Il a pris Caroline par le bras et ils sont sortis sans un mot. Guillaume et Stéphanie sont restés encore quelques minutes, hébétés, regardant s'écrouler tous leurs projets. Puis Guillaume a ramassé sa mallette et ses documents de procuration devenus inutiles. « Papa, tu réalises ce que tu viens de faire? Tu viens de détruire notre famille. » Non, Guillaume. C'est vous qui avez détruit notre famille le jour où vous avez décidé que j'étais un obstacle à vos ambitions financières. Moi, j'ai juste protégé ce que j'ai passé ma vie à construire. Et Théo, tu crois qu'il va savoir gérer 95 millions d'euros? C'est un gamin de 26 ans. Ce gamin de 26 ans vient de me montrer plus d'amour et de respect en 2 semaines que vous en 30 ans. Il sera un bien meilleur gardien de ce patrimoine que vous ne l'auriez jamais été. Stéphanie a eu un dernier sursaut de rage. Vous verrez, dans quelques années, quand vous serez vraiment sénile, quand vous aurez vraiment besoin d'aide, ne comptez pas sur nous. On aura nos propres problèmes. Stéphanie, dans quelques années, j'aurai Théo près de moi. Et contrairement à votre mari, quand j'aurai besoin d'aide, il ne me dira pas « Je suis au golf, rappelle-moi plus tard ». Ils sont partis sans se retourner.
Guillaume a claqué la porte si fort que les vitres ont tremblé. J'ai entendu la Porsche démarrer dans un crissement de pneus et s'éloigner vers la route départementale. Théo et moi sommes restés seuls dans le salon, regardant la Loire qui continuait tranquillement son cours vers l'océan, indifférente aux petites guerres humaines. « Grand-père, tu ne regrettes pas ? » ?»« Regretter quoi, Théo ? D'avoir empêché mon fils de me voler ce que j'ai passé ma vie à construire ? D'avoir transmis mon patrimoine à quelqu'un qui en comprend la valeur et qui saura le faire fructifier ? Non, je ne regrette rien. Et s'ils essaient de contester la donation, ils peuvent toujours essayer. Mais tout est parfaitement légal. Maître Lefebvre a vérifié chaque virgule. Et puis, j'ai gardé quelques preuves de leur tentative de manipulation. J'ai montré à Théo les enregistrements de toutes nos conversations depuis mon accident. Les menaces, les tentatives de corruption, les mensonges sur mon état mental. Avec ça, s'ils tentent quoi que ce soit, on peut les poursuivre pour abus de faiblesse, corruption de fonctionnaires et tentative d'escroquerie. Ils le savent. Ils vont ravaler leur fierté et se taire. Le soir même, Théo a reçu un message de son père sur WhatsApp. « Tu peux être fier de toi. Tu as monté ton grand-père contre nous. Espère que tes 95 millions te rendront heureux. » Théo m'a montré le message. J'ai souri. Tu vois, Théo, même maintenant, il ne comprend pas. Il pense que c'est toi qui m'as influencé. Il ne peut pas concevoir que j'ai pris cette décision tout seul pour protéger l'avenir de notre famille. Qu'est-ce que je réponds ? Rien. Laisse-le ruminer. Dans quelques jours, quand la réalité aura fait son chemin, il essaiera peut-être de s'excuser. Ou pas. De toute façon, le mal est fait. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pour la première fois depuis l'accident, je me sentais en sécurité. Mon patrimoine était à l'abri, entre les mains de quelqu'un en qui j'avais confiance. Mon avenir était protégé. Et surtout, j'avais envoyé un message clair à tous ceux qui pensaient pouvoir profiter de ma faiblesse supposée. Jacques Morel n'est pas encore mort, et il a encore quelques tours dans son sac. Mais ce n'était que le début, car Guillaume et Stéphanie n'allaient pas accepter leur défaite aussi facilement. Et moi, j'avais encore quelques cartes à jouer. La vraie bataille allait maintenant commencer. Pendant 3 semaines, Guillaume et Stéphanie n'ont pas donné signe de vie. Pas un appel, pas un message, pas même un accusé de réception quand Maître Lefebvre leur a envoyé les copies officielles de tous les actes de donation. Le silence radio complet, comme si j'étais officiellement mort pour eux. Théo, lui, venait me voir tous les jours. Il avait pris un congé exceptionnel à l'université pour s'occuper de la transition patrimoniale. Nous passions nos matinées dans le bureau que j'avais aménagé au rez-de-chaussée, à éplucher tous les contrats, toutes les clauses, tous les détails de mes investissements. Grand-père, tu réalises que tes terrains de la zone portuaire ouest valent à eux seuls 34 millions d'euros et que 3 multinationales les convoitent pour installer des centres logistiques européens. Je sais, Théo, c'est exactement pour ça que Guillaume ne devait pas les avoir. Il les aurait bradés au premier venu sans comprendre leur potentiel stratégique. Nous préparions aussi l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI Loire-Atlantique, prévue pour le 20 décembre. Théo allait officiellement prendre ses fonctions de directeur général et présenter sa vision pour moderniser nos installations portuaires. Mais j'avais d'autres projets pour ce 20 décembre. Des projets que Guillaume et Stéphanie n'allaient pas voir venir. Le 15 novembre, Théo a reçu un appel inattendu sur son portable. C'était Stéphanie. « Théo, c'est Stéphanie, il faut qu'on se parle, tous les deux, sans ton grand-père. »« Qu'est-ce que tu veux, Stéphanie ?»« Te proposer un arrangement. Quelque chose qui pourrait nous arranger tous. » Théo m'a regardé en haussant les sourcils. J'ai fait signe que j'écoutais et j'ai activé le haut-parleur. « Écoute, Théo, ton père et moi, on a réfléchi. On s'est peut-être un peu emporté l'autre fois. On comprend que ton grand-père veuille te gratifier. Après tout, tu es son petit-fils préféré. » Sa voix avait pris cette douceur artificielle qu'elle utilisait dans ses vidéos Instagram. Le ton de la manipulation subtile. Mais 95 millions d'euros, c'est énorme pour quelqu'un de ton âge. Tu ne peux pas gérer ça tout seul. Tu vas avoir besoin de conseils, d'expertise financière.
tu veux en venir, Stéphanie? On pourrait créer une société de gestion familiale. Toi, ton père et moi, tu gardes la propriété officielle, mais on t'aide à optimiser les investissements. Guillaume a des contacts dans tous les fonds européens. Il pourrait tripler la valeur de tes biens en 5 ans. J'ai souri. Ils essayaient maintenant la méthode douce, récupérer par la persuasion ce qu'ils n'avaient pas pu obtenir par la force. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans l'histoire? Une commission de gestion standard. Disons 15% des plus-values réalisées. C'est le tarif du marché pour ce type de service. 15% de commission sur 95 millions d'euros, ça faisait déjà plus de 14 millions. Et si Guillaume triplait effectivement la valeur du patrimoine, leur commission approcherait les 40 millions. Pas mal pour des gens qui avaient essayé de me faire interner 1 mois plus tôt. Je vais y réfléchir, a répondu Théo. Réfléchis vite, Théo, parce qu'on a d'autres propositions sur la table. Les Qataris sont toujours intéressés par les terrains de Saint-Nazaire. Ils sont même prêts à monter leur offre à 85 millions. Après qu'elle ait raccroché, Théo s'est tourné vers moi. Il ne lâche vraiment pas l'affaire. Bien sûr que non. 95 millions d'euros, ça ne se laisse pas filer facilement. Ils vont essayer toutes les approches possibles jusqu'à ce que tu cèdes. Et si je ne cède pas, alors ils vont tenter autre chose, quelque chose de plus radical. J'avais raison. Le 25 novembre, j'ai reçu une lettre recommandée de Maître Dubois, le notaire parisien qui accompagnait Guillaume lors de sa première tentative de me faire signer la procuration. Monsieur Morel, nous représentons Monsieur Guillaume Morel dans le cadre d'une procédure de contestation des donations effectuées le 30 octobre dernier. Notre client estime que ces donations ont été réalisées sous l'empire d'un trouble mental caractérisé et souhaite faire constater leur nullité par le tribunal. Guillaume attaquait la donation en justice. Il prétendait que j'étais fou quand j'avais signé les papiers chez Maître Lefebvre. J'ai immédiatement appelé Antoine. Antoine, Guillaume conteste la donation. Il prétend que j'étais sénile le 30 octobre. Jacques, c'était prévisible, mais ils vont avoir du mal. Nous avons fait examiner votre état mental par 2 experts indépendants avant la signature. Le docteur Rousseau et le docteur Martinet ont tous les 2 certifié que vous étiez parfaitement lucide et capable de prendre des décisions importantes. Et les enregistrements? Les enregistrements de leurs conversations où ils organisaient votre mise sous tutelle? Ça va être leur problème, pas le nôtre. S'ils persistent à prétendre que vous étiez fou, on sort les preuves qu'ils prévoyaient de vous faire interner de force. Mais Guillaume et Stéphanie ne s'arrêtèrent pas là. Le 2 décembre, Théo a reçu la visite de 2 hommes en costume sombre à son appartement d'étudiant à Lorient. Monsieur Théo Morel, nous sommes de la brigade financière de Rennes. Nous enquêtons sur des soupçons de blanchiment d'argent concernant les récentes transactions immobilières de votre grand-père. Blanchiment d'argent. Guillaume avait porté plainte contre moi en prétendant que mes 135 millions d'euros provenaient d'activités illégales. Théo les a reçus poliment, leur a montré tous les documents officiels, toutes les preuves de l'origine légale de mon patrimoine. Les enquêteurs sont repartis en s'excusant presque de nous avoir dérangés. Monsieur Morel, tout semble parfaitement en règle. Nous allons classer l'affaire sans suite. Mais votre grand-père devrait peut-être envisager de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est exactement ce que j'ai fait. Le 5 décembre, j'ai déposé plainte contre Guillaume pour dénonciation calomnieuse, harcèlement moral et tentative d'abus de faiblesse, avec toutes les preuves à l'appui. Guillaume a rappelé le soir même, hystérique, « Papa, tu ne peux pas porter plainte contre ton propre fils, tu réalises les conséquences. » Parfaitement, Guillaume. Tu risques une amende de 45 000 € et 1 an de prison ferme pour dénonciation calomnieuse. Plus une condamnation pour tentative d'abus de faiblesse, ça pourrait t'aider à réfléchir. Papa, arrête ce délire, retire ta plainte et on oublie tout. On reprend à 0, en famille. En famille? Guillaume, tu m'as dénoncé à la police financière en prétendant que j'étais un blanchisseur d'argent. Tu appelles ça en famille? C'était juste pour faire pression, pour te forcer à négocier. Eh bien maintenant c'est moi qui fais pression, pour te forcer à assumer tes actes. Le 10 décembre, nouvelle escalade. Stéphanie a publié sur Instagram un long message dramatique accompagné d'une photo d'elle en pleurs.
Moment très difficile pour notre famille. Mon beau-père souffre malheureusement de troubles cognitifs liés à son âge et a été manipulé par des personnes mal intentionnées qui cherchent à s'approprier son patrimoine. Guillaume et moi nous battons pour le protéger, mais la justice française ne nous aide pas. Nous envisageons de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Justice for your family, fight for right, elder abuse. Le message a été partagé 15 000 fois en 24 heures. Les commentaires étaient partagés entre ceux qui la soutenaient. Courage Stéphanie, battez-vous pour votre belle famille. Et ceux qui doutaient. Bizarre cette histoire. Pourquoi elle en parle sur Instagram au lieu de s'occuper discrètement de son beau-père? Mais Stéphanie avait sous-estimé l'effet boomerang des réseaux sociaux. Car parmi ses abonnés, il y avait des journalistes. Et l'histoire d'un patriarche de 83 ans manipulé par son petit-fils pour 95 millions d'euros, ça intéressait la presse. Le 12 décembre, Ouest France a publié un article « Saint-Nazaire, un octogénaire au cœur d'une bataille familiale pour 135 millions d'euros ». L'article était relativement neutre, mais il révélait des détails que Guillaume et Stéphanie auraient préféré garder secrets. Notamment le fait qu'ils avaient réservé une chambre dans un Airpad de luxe pour moi et qu'ils avaient négocié la vente de mes terrains avec des investisseurs qataris avant même d'en être propriétaire. Le télégramme a suivi le lendemain avec un titre plus percutant. Il dit « Je suis au golf » quand son père de 83 ans l'appelle à l'aide. Cette fois, l'angle était clairement en ma faveur. Le journaliste avait eu accès aux enregistrements que Théo avait réalisés et reproduisait intégralement ma conversation téléphonique avec Guillaume le matin de mon accident. L'effet a été immédiat. L'histoire s'est répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Je suis au golf est devenu viral en quelques heures. Des milliers d'internautes partageaient l'article en dénonçant l'ingratitude de Guillaume. Stéphanie a tenté de faire du damage control en publiant un nouveau message Instagram, mais c'était trop tard. Sa page était envahie de commentaires hostiles. Des gens postaient des captures d'écran de ses anciennes publications ostentatoires. Ses sacs à 5 000 €, ses vacances aux Maldives, ses petits déjeuners à 200 €, en les accompagnant de commentaires sarcastiques. Et après, elle prétend que son beau-père est manipulé par des gens qui veulent son argent. Guillaume, lui, a complètement fermé ses comptes sur les réseaux sociaux. Son bureau parisien était harcelé par les journalistes. Certains de ses clients commençaient à se poser des questions sur l'éthique d'un homme qui laissait son père agoniser pour finir une partie de golf. C'est dans ce contexte tendu que nous sommes arrivés au 20 décembre, le jour de l'Assemblée générale extraordinaire de la SCI Loire-Atlantique. Le jour où j'avais prévu de jouer ma dernière carte. J'avais loué la grande salle de réunion du Grand Hôtel de Saint-Nazaire, face au port, officiellement pour permettre à tous les associés de la holding de participer confortablement à l'AG. En réalité, pour donner à cette journée le caractère solennel qu'elle méritait. J'avais invité largement les 4 autres associés de la SCI, bien sûr, Maître Lefebvre et son équipe, mais aussi les journalistes d'Ouest France et du Télégramme qui suivaient l'affaire. Le maire de Saint-Nazaire, que je connaissais depuis 40 ans. Quelques anciens de chantier de l'Atlantique avec qui j'avais gardé des liens. Et même Monsieur Al-Rachid, le représentant du fonds qatari qui avait négocié avec Guillaume. Guillaume et Stéphanie n'étaient pas invités, mais j'étais sûr qu'ils viendraient. À 14 heures, la salle était pleine. 80 personnes environ, installées dans un amphithéâtre improvisé, face à une estrade où trônait une table et un micro. Théo, en costume sombre, affichait un trac visible. Il allait présenter pour la première fois sa vision pour l'avenir des installations portuaires de Saint-Nazaire. J'ai pris la parole en premier. Mesdames et messieurs, merci d'être venus si nombreux pour cette journée qui marque un tournant dans l'histoire de nos entreprises portuaires. Comme vous le savez, j'ai décidé de transmettre l'essentiel de mes biens à mon petit-fils Théo, qui représente pour moi l'avenir de notre industrie navale régionale. Applaudissements polis. Les gens étaient venus surtout par curiosité, pour voir de leurs propres yeux le patriarche de 83 ans qui faisait la une des journaux.
Avant de donner la parole à Théo, j'aimerais revenir sur les événements qui ont mené à cette décision. Parce que contrairement à ce que certains prétendent, cette transmission n'a rien d'impulsif. Elle résulte d'une réflexion mûrie, née d'une trahison que je n'aurais jamais imaginé possible. C'est là que Guillaume et Stéphanie ont fait leur entrée. Ils se sont glissés discrètement au fond de la salle, visiblement mal à l'aise. Guillaume portait un costume gris anthracite et des lunettes de soleil, comme s'il cherchait à se faire oublier. Stéphanie avait opté pour un tailleur noir strict, très loin de ses habitudes tape à l'œil. Le 15 octobre dernier, j'ai eu un accident. Je suis tombé dans l'escalier d'accès à l'ancien chantier naval où je me promène tous les matins depuis 15 ans. Fracture du col du fémur. Impossible de bouger. J'ai appelé mon fils Guillaume à l'aide. J'ai sorti mon téléphone et j'ai activé le haut-parleur. Voici l'enregistrement de cet appel au secours. Écoutez bien. Ma voix tremblante. Guillaume. J'ai eu un accident. Je suis tombé dans l'escalier des chantiers. Je crois que j'ai la jambe cassée. Je ne peux pas me relever. La voix impatiente de Guillaume. Papa, là c'est vraiment pas le moment. Je suis au Golf National avec les clients du fonds souverain qatari. On négocie un investissement de 300 millions d'euros. Guillaume, je suis par terre, sous la pluie. Il faut que tu viennes me chercher ou que tu appelles les secours. Écoute, papa. Je suis au golf. Rappelle-moi plus tard. Le silence qui a suivi dans la salle était pesant. 80 personnes venaient d'entendre un fils raccroché au nez de son père de 83 ans, en détresse. Certains échangeaient des regards choqués. D'autres fixaient Guillaume qui avait baissé la tête. Je suis au golf. Rappelle-moi plus tard. Ces mots, mesdames et messieurs, résument parfaitement l'état d'esprit de mon fils. Pour lui, finir une partie de golf avec des investisseurs qataris était plus important que sauver la vie de son père. Monsieur Al-Rachid, le représentant qatari, s'est levé. Monsieur Morel, puis-je me permettre une remarque? Bien sûr, monsieur Al-Rachid. Dans notre culture, abandonner un parent en détresse pour des raisons commerciales est considéré comme la pire des ignominies. Quand monsieur Guillaume Morel nous a approchés pour nous vendre vos terrains, nous pensions traiter avec un homme d'honneur. Si nous avions su qu'il était capable de laisser son père agoniser pour nous rencontrer, nous n'aurions jamais engagé de négociation avec lui. Guillaume s'est levé brusquement. Monsieur Al-Rachid, vous ne comprenez pas le contexte. Le contexte, monsieur Guillaume. Votre père gisait sous la pluie avec une jambe brisée et vous nous parliez d'optimisation fiscale sur un green de golf. Quel contexte peut justifier cela? Guillaume ne répondait plus. Stéphanie le tirait par la manche pour qu'il se rassoie, mais il restait debout, incapable de se défendre. J'ai continué mon récit. J'ai raconté mon séjour à l'hôpital, la conversation nocturne de Stéphanie dans le couloir où elle parlait de me faire signer une procuration tant que j'étais encore conscient. J'ai expliqué leur plan pour me faire interner au Clos des Embruns et vendre mes terrains aux Qataris. Voici quelques extraits du groupe WhatsApp Morel Succession 2025 qu'ils avaient créé pour organiser ma succession anticipée. J'ai projeté sur l'écran géant les captures d'écran que Théo avait faites. Les messages de Stéphanie. Tant qu'il est encore conscient, il faut le faire signer la procuration. Ceux de Guillaume. Romain pense qu'il faut faire évaluer l'état mental de grand-père par un neuropsychiatre. Ceux de Caroline. J'ai un ami psychiatre à Nantes, Dr Martineau. Il peut établir un certificat de troubles cognitifs contre 5 000 €. La salle était de plus en plus agitée. Les journalistes prenaient des notes furieusement. Le maire de Saint-Nazaire regardait Guillaume avec un mélange de stupéfaction et de dégoût. Stéphanie a craqué. Elle s'est levée et a crié « C'est du chantage. Vous n'avez pas le droit d'exposer nos conversations privées. » Stéphanie, vous organisiez mon internement psychiatrique et la vente frauduleuse de mes biens. Vous appelez ça des conversations privées? Nous voulions vous protéger, vous aider. M'aider en me faisant passer pour fou auprès d'un psychiatre corrompu, en vendant mes terrains avant même d'en hériter, en me réservant une chambre d'EHPAD sans mon accord. Maître Lefebvre s'est levé à son tour. Mesdames et messieurs, je peux certifier que monsieur Jacques Morel était parfaitement lucide le 30 octobre quand nous avons procédé aux actes de donation.
Nous avons fait examiner son état mental par 2 experts indépendants avant toute signature. Les tentatives de ses héritiers pour le faire passer pour sénile constituent une calomnie caractérisée. Guillaume a tenté une dernière défense. « Papa, tu ne peux pas nous faire ça, nous sommes ta famille. » Guillaume, quand tu m'as dit « je suis au golf », rappelle-moi plus tard, tu as cessé d'être ma famille. Tu es devenu un étranger qui convoite mon patrimoine. Et papa, 135 millions d'euros, tu ne peux pas donner tout ça à Théo, il n'a que 26 ans. 135 millions d'euros. Le chiffre a fait sensation dans la salle. Les gens se regardaient, stupéfaits. Guillaume venait de révéler publiquement l'ampleur exacte de mon patrimoine. Et alors, Guillaume, quel âge tu avais quand je t'ai confié les clés de la maison familiale? Quel âge tu avais quand je t'ai payé tes études de commerce et ton MBA à Londres? Théo a 26 ans, mais il a déjà plus de maturité et d'honneur que toi à 57. C'est là que Théo s'est levé. Il s'est dirigé vers le micro avec une assurance tranquille qui m'a rempli de fierté. Mesdames et messieurs, je suis Théo Morel. J'ai effectivement 26 ans. Je suis étudiant en architecture navale à Lorient. Et depuis 3 semaines, je suis propriétaire de 95 millions d'euros de patrimoine immobilier. Il a marqué une pause, laissant l'information faire son effet. Je n'ai pas demandé cet héritage. Je ne l'ai pas sollicité. Mon grand-père me l'a donné parce qu'il a estimé que j'étais le seul membre de sa famille à partager sa vision de l'avenir industriel de Saint-Nazaire. Il a sorti ses notes et a commencé sa présentation. Voici mes projets pour les 5 prochaines années. Création d'un centre de recherche sur les navires autonomes. Investissement dans une usine de production d'hydrogène vert pour alimenter les futurs cargos zéro émission. Partenariat avec l'école navale de Brest pour former la nouvelle génération d'ingénieurs navals français. Les slides défilaient sur l'écran. Budget prévisionnel, calendrier de réalisation, retour sur investissement. Théo présenté comme un chef d'entreprise aguerri, pas comme un étudiant improvisé. Mon objectif est simple. Faire de Saint-Nazaire le hub européen de la révolution maritime verte. Nous avons l'histoire, nous avons le savoir-faire, nous avons le port. Il ne nous manquait que la vision et les capitaux. Grâce à mon grand-père, nous avons maintenant les 2. Applaudissements nourris. Les anciens des chantiers navals avaient les larmes aux yeux. Le maire de Saint-Nazaire prenait déjà des notes pour organiser des réunions de travail avec Théo. Guillaume était devenu livide. Il venait de voir son fils de 26 ans présenter en 10 minutes un business plan plus cohérent que tous ses projets de venture capital réunis. Stéphanie filmait discrètement la scène avec son téléphone, probablement pour alimenter sa défense sur les réseaux sociaux. Mais elle avait l'air défaite. Son mari et elle venaient de perdre définitivement toute crédibilité. Monsieur Al-Rachid s'est levé à nouveau. Monsieur Théo, votre présentation est remarquable. Le fonds que je représente serait honoré de vous accompagner dans vos projets. Pas pour acheter vos terrains, mais pour investir dans vos entreprises d'avenir. Merci, monsieur Al-Rachid. J'étudie effectivement plusieurs possibilités de partenariat avec des investisseurs internationaux. Mais contrairement à mon père, je choisirai mes associés en fonction de leur vision à long terme, pas de leur capacité à payer cash. Guillaume s'est dirigé vers la sortie, suivi par Stéphanie. Mais je n'en avais pas fini avec eux. Guillaume, avant de partir, j'ai quelque chose pour toi. Il s'est retourné, l'air méfiant. J'ai sorti de ma mallette une bouteille d'Armagnac millésimée 1957, l'année de naissance de Guillaume. Cet Armagnac, je l'avais acheté pour fêter tes 60 ans en famille. Je l'avais gardé précieusement dans ma cave depuis 20 ans. Guillaume s'est approché, visiblement ému malgré lui. Maintenant, je vais en faire autre chose. J'ai débouché la bouteille et j'ai commencé à la vider dans le bac à plantes de la salle de réunion. Papa, non, qu'est-ce que tu fais? Je verse ton héritage moral dans les égouts, Guillaume. Comme toi, tu as versé ton amour filial dans les caniveaux d'un terrain de golf. La bouteille était vide. 20 ans de vieillissement, 3000 € de valeur marchande, partis dans les géraniums du Grand Hôtel. À ta santé, mon fils. À ta santé et à celle de tous ceux qui jouent au golf pendant que leur père se vide de son sang sur le béton. Guillaume avait les larmes aux yeux.
Pas de regret, mais de rage impuissante. Tu vas regretter ça, papa. Un jour, tu auras besoin de nous, et on ne sera plus là. Guillaume, le jour où j'aurai besoin d'aide, j'appellerai Théo. Et lui, il ne me dira jamais « je suis au golf, rappelle-moi plus tard ». Ils sont sortis sans se retourner. Les portes de la salle se sont refermées sur eux avec un bruit définitif. La réunion s'est terminée dans une ambiance chaleureuse. Théo a été officiellement confirmé dans ses nouvelles fonctions. Plusieurs industriels ont pris rendez-vous avec lui pour étudier des partenariats. Le maire a proposé de lui faire visiter les nouveaux espaces disponibles dans la zone portuaire. En sortant du Grand Hôtel, j'ai croisé l'un des journalistes d'Ouest France. « Monsieur Morel, comment vous sentez-vous après cette confrontation publique avec votre fils ? » Libéré. Pour la première fois depuis des années, je me sens parfaitement libéré. Vous ne regrettez pas d'avoir révélé publiquement vos disputes familiales. Monsieur le journaliste, quand on organise votre internement psychiatrique et qu'on vend vos biens dans votre dos, ce ne sont plus des disputes familiales. C'est de l'escroquerie pure et simple. Et Guillaume, vous pensez qu'il va essayer de vous reconquérir? Guillaume, il va essayer de sauver sa réputation, mais c'est trop tard. Dans notre région, tout le monde sait maintenant qu'il a laissé son père agoniser pour finir une partie de golf. Ça ne s'oublie pas. Le lendemain, tous les journaux régionaux titraient sur l'Assemblée générale. À 83 ans, il déshérite son fils pour ingratitude. Ouest France. Saint-Nazaire. Le patriarche qui a dit non à l'abus de faiblesse. Le Télégramme. 135 millions d'euros légués à un petit-fils de 26 ans. Presse Océan. L'histoire a dépassé les frontières régionales. Le Figaro a publié un éditorial sur « La crise des valeurs familiales dans la France moderne ». Le Monde a consacré un article aux nouvelles formes de maltraitance des personnes âgées. Mais le plus beau, c'est l'article de Challenge, le magazine économique. Théo Morel, 26 ans, nouveau prodige de l'industrie navale française. 6 pages consacrées au projet de Théo pour révolutionner le transport maritime, avec une photo de lui devant les grues de Saint-Nazaire et cette citation « Mon grand-père m'a appris qu'on ne construit rien de durable sans patience, sans vision et sans respect de ceux qui nous ont précédés. » Guillaume, lui, a fait les gros titres pour de moins bonnes raisons. Le financier qui a dit « Je suis au golf » à son père en détresse. Capital. Guillaume Morel, du private equity à l'opprobre familial. Les Échos. Son fonds d'investissement a perdu 3 clients majeurs en une semaine. Sa banque privée a gelé une ligne de crédit de 50 millions d'euros en attendant l'issue des procédures judiciaires en cours. Stéphanie a perdu 200 000 abonnés sur Instagram et plusieurs contrats publicitaires. Le 24 décembre, pour mon premier Noël sans Guillaume et Stéphanie, j'ai organisé un dîner dans l'ancien hangar du chantier naval que la mairie avait transformé en musée vivant de l'industrie navale française. Nous étions une trentaine, Théo et sa fiancée Clara, les anciens des chantiers, quelques amis de la région, Maître Lefebvre et sa famille, même Monsieur Al-Rachid qui était resté en France pour les fêtes. J'avais fait installer une grande table en chêne au centre du hangar, entre les maquettes des anciens paquebots. Face à la baie vitrée qui donne sur l'estuaire, nous pouvions voir les lumières du port et les silhouettes des derniers navires construits à Saint-Nazaire. Pour l'apéritif, j'avais ouvert l'une de mes bouteilles d'Armagnac de 1942. Un millésime exceptionnel, vieilli 82 ans, d'une valeur inestimable. Théo l'avait rebaptisé Cuvée Jacques 1942, ingratitude millésimée. Et nous avions décidé d'en faire une édition limitée, dont les bénéfices financeraient une bourse d'études pour les jeunes ingénieurs navals. Mes amis, levons nos verres à cette soirée particulière. Pour la première fois depuis 8 ans, depuis la mort de ma chère Marguerite, je fête Noël entouré de gens qui m'aiment vraiment. Applaudissements et sourires émus. Clara, la fiancée de Théo, avait les larmes aux yeux. Cette jeune étudiante en droit maritime de 24 ans comprenait parfaitement les enjeux patrimoniaux et familiaux de notre histoire. Je bois aussi à la mémoire de ceux qui nous ont quittés. Marguerite, ma femme, Sylvie, ma fille, et symboliquement, Guillaume, mon fils, qui a choisi l'argent plutôt que l'amour. Moment de recueillement. Puis j'ai levé mon verre plus haut.
Mais je bois surtout à l'avenir, à Théo qui va redonner à Saint-Nazaire sa grandeur industrielle, à Clara qui l'accompagnera dans cette aventure, à tous ceux qui croient encore qu'on peut bâtir quelque chose de beau et de durable. Nous avons trinqué dans la joie. L'Armagnac de 1942 avait un goût de miel et de noix, avec ce petit côté boisé qui ne s'obtient qu'avec des décennies de vieillissement patient. Vers minuit, alors que la plupart des invités étaient d'apartie, Théo et moi nous sommes retrouvés seuls sur la terrasse du hangar, face à l'estuaire éclairé par la lune. « Grand-père, tu ne regrettes vraiment rien ?»« Rien, Théo. Absolument rien. Même pour papa, c'est quand même ton fils. Théo, ton père a eu 57 ans pour me prouver qu'il m'aimait. Il a échoué à l'examen final. Maintenant, c'est fini. Je tourne la page. Et s'il essayait de se racheter, s'il venait s'excuser? Il peut toujours essayer. Mais certaines paroles ne s'effacent jamais. Je suis au golf, rappelle-moi plus tard. Ça reste gravé pour l'éternité. » Nous sommes restés silencieux un moment, regardant les derniers bateaux rentrer au port. Théo, j'ai 83 ans. Dans le meilleur des cas, il me reste une dizaine d'années à vivre, peut-être 15 si j'ai de la chance. Je ne veux pas perdre ce temps précieux à essayer de réconcilier l'inconciliable. Tu penses vraiment que papa et Stéphanie ne changeront jamais? Théo, ils ont essayé de me faire interner pour me voler mes biens. Tu crois qu'on peut changer après ça? Qu'on peut redevenir des gens bien après avoir franchi cette ligne rouge? Non, tu as raison. C'est impardonnable. Exactement. Et c'est pour ça que je n'ai aucun regret. J'ai protégé mon patrimoine, j'ai protégé ton avenir, et j'ai envoyé un message clair à tous ceux qui pensent qu'on peut abuser de la faiblesse des personnes âgées. Le 1er janvier 2025, Théo a officiellement lancé sa société Navire du futur SAS. Premier projet, la construction d'un prototype de cargo autonome à hydrogène vert. Budget initial, 25 millions d'euros. Partenaires, Naval Group, les chantiers STX, l'école navale de Brest et le fonds qatari d'Al Rachid. Le même jour, Guillaume a été licencié de son fonds d'investissement parisien, officiellement pour réorganisation interne. Officieusement parce qu'aucun client ne voulait plus traiter avec l'homme qui laisse son père mourir pour jouer au golf. Stéphanie a fermé son compte Instagram. Ses derniers posts récoltaient plus de commentaires négatifs que de likes. Je suis au golf était devenu un mème viral pour dénoncer l'égoïsme et l'ingratitude. Le 15 mars, Théo et Clara se sont fiancés officiellement. Ils ont choisi de faire leur demande sur le pont du Queen Mary II, amarré à Saint-Nazaire pour une escale technique. Un clin d'œil à l'histoire familiale et un symbole d'avenir. J'étais là, bien sûr. En fauteuil roulant depuis ma deuxième chute en février, mais parfaitement lucide et heureux, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Guillaume et Stéphanie n'ont pas été invités. Ils ont appris la nouvelle par la presse locale, comme tout le monde. Le 20 juin, jour de mes 84 ans, Théo m'a fait le plus beau des cadeaux. La première pierre de l'usine d'hydrogène vert de Saint-Nazaire a été posée en présence du ministre de l'Industrie. 500 emplois qualifiés prévus d'ici 2028. Un investissement de 150 millions d'euros qui va faire de notre région le leader européen de la transition énergétique maritime. Guillaume a tenté une dernière approche ce jour-là. Il est venu sonner à ma porte avec un bouquet de fleurs et une lettre d'excuses manuscrite. « Papa, joyeux anniversaire. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais on pourrait peut-être essayer de se réconcilier. Pour Théo, pour la famille. » Je l'ai regardé à travers la vitre de ma porte d'entrée. Cet homme de 57 ans en costume froissé, aux cheveux grisonnants, qui essayait de récupérer par la pitié ce qu'il avait perdu par la cupidité. « Guillaume, répète-moi ce que tu m'as dit le 15 octobre dernier quand j'étais allongé sous la pluie avec la jambe cassée. » Il a baissé la tête. « Papa, s'il te plaît, répète-moi tes mots exacts, Guillaume. » J'ai dit, je suis au golf, rappelle-moi plus tard. » Exactement. Eh bien moi, Guillaume, je suis en train de vivre mes dernières années. Rappelle-moi plus tard, dans une prochaine vie. Et j'ai fermé la porte. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Théo et Clara se marient le mois prochain.
Leur usine d'hydrogène fonctionne à plein régime. Le centre de recherche sur les navires autonomes emploie 50 ingénieurs brillants. Saint-Nazaire redevient progressivement ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, la capitale française de l'innovation maritime. Guillaume travaille maintenant comme consultant freelance. Il a perdu son appartement parisien et vit dans un petit 2 pièces à Courbevoie. Stéphanie a tenté un retour sur Instagram avec un nouveau concept, la résilience après l'échec. Mais elle n'a jamais retrouvé son audience d'avant. Ils ont eu un enfant ensemble en janvier dernier. Une petite fille qu'ils ont appelée Marguerite, du nom de ma défunte épouse. Un geste symbolique pour essayer de me faire culpabiliser, probablement. Ça n'a pas marché. Quand on laisse son père agoniser sur un quai de port pour finir une partie de golf, on assume les conséquences. Même si ces conséquences durent toute une vie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'ai été trop dur? Est-ce que Guillaume méritait une seconde chance? Ou est-ce que la justice que j'ai appliquée était à la hauteur de sa trahison? Dites-moi dans les commentaires. Votre avis compte pour moi. Parce que contrairement à mon fils, moi, je n'ai jamais été trop occupé pour écouter. Merci de m'avoir accompagné dans cette histoire. Et n'oubliez jamais, parfois, quand quelqu'un vous dit « je suis au golf, rappelle-moi plus tard », la meilleure réponse, c'est de changer les règles du jeu. Définitivement.